Bonsoir Madame, Monsieur, merci de vous joindre à nous. Cannabis, amphétamine, drogue douce et drogue dure. En quelques années seulement, l'Algérie est passée de simple territoire de passage de ces substances à pays consommateur, voire accro. Spécialistes de la santé et experts sécuritaires avertissent de l'ampleur de la toxicomanie chez nous qui pourrait engendrer à la fois une catastrophe sanitaire et un facteur de déstabilisation sécuritaire avec la hausse inouïe de la criminalité. La toxicomanie, un fléau multiforme qui n'épargne désormais aucune frange de la société jusqu'à atteindre les plus jeunes dans les milieux scolaires. Le rajeunissement donc des consommateurs avec les moins de 15 ans, mais aussi la féminisation de la toxicomanie. Les femmes représentent près de 12% des toxicomanes pris en charge pour des raisons neurobiologiques, culturelles ou sociales. On revient donc ce soir sur l'approche thérapeutique dans les centres de désintoxication, sur ses points forts, mais aussi ses insuffisances face à un phénomène qui nécessite désormais une prise en charge multisectorielle. Notre invité ce soir est le professeur Nadir Bourbon. Vous êtes psychiatre et chef du centre d'addictologie de Blida, relevant du CHU. Frantz Fanon, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci aussi pour l'intérêt que vous portiez à cette problématique des plus préoccupantes pour la santé publique, mais aussi pour la sécurité et la souveraineté nationale. Et vous êtes le bienvenu. Alors d'abord, dans le milieu médical, on ne parle plus de toxicomanie. Mon introduction était à moitié erronée, puisque aujourd'hui, on parle d'addictologie. Le terme toxicomanie étant rabaissant, désuet en fait. Tout à fait. Déjà donc pour la toxicomanie, donc le terme en lui-même, d'un point de vue linguistique, peut être un peu stigmatisant, ce qui va constituer un obstacle pour recourir à des soins et d'aller donc demander des soins de son propre chef. Et quand on parle d'addictologie, donc le terme en lui-même, il est un petit peu déstigmatisant. Et puis le focus, il est mis sur l'interaction de trois éléments importants, donc le produit, la personnalité et éventuellement donc l'environnement qui peut être résilient, qui peut être aussi un facteur de vulnérabilité sur lequel on doit surtout travailler. Qui peut être aidant. Tout à fait, résilient, donc aidant. Alors, nous n'avons pas une étude chiffrée sur la toxicomanie en Algérie. C'est à peine croyable quand on le dit. La dernière en date a été publiée en 2010 par l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie. À quel point, selon vous, ce phénomène a changé, s'est développé en 13 ans? Effectivement, donc probablement les prévalences de la consommation, puisque l'étude de 2010 de l'Office national de lutte contre drogue et toxicomanie donc est une enquête en population générale. Donc elle rapporte des chiffres de la prévalence de la consommation en population générale avec un petit peu une esquisse sur le profil des consommateurs. Donc à l'époque, donc les chiffres ont été de 1,5-2% de la population donc générale qui consomme des substances psychoactives, donc produits illicites ou des médicaments détournés de leur usage. Cependant, je pense que beaucoup a changé depuis, c'est-à-dire en une dizaine d'années, le profil a complètement changé, la prévalence aussi a fondamentalement changé. J'estime qu'on devrait être à hauteur de 5% de la population, si ce n'est pas plus. Et puis, de nouvelles innovations, de nouveaux produits sont arrivés sur le marché. Il y a un engouement pour ces drogues donc dites dures et qui sont dévastatrices pour la santé, pour la sécurité aussi. L'approche thérapeutique a aussi évolué, on va en parler. L'Office donne tout de même quelques précisions, quelques chiffres. Il parle d'une hausse constante tant dans la consommation que dans le trafic de drogue en Algérie. Et donc, les chiffres officiels font état d'une augmentation de 200% de la consommation de la cocaïne entre l'année 2021 et 2022. C'est énorme. Et le même constat est fait pour le cannabis et les psychotropes. Est-ce que dans votre centre d'addictologie de Blida, ces chiffres vous paraissent fiables ou est-ce qu'ils sont encore loin de la réalité ? Bon, pour ne pas être dans des biais méthodologiques, ce qu'on voit donc dans notre pratique quotidienne, c'est qu'il y a un engouement pour la demande de soins. Ce qui n'était pas le cas donc il y a quelques années de cela. Comment vous l'expliquez ? Ce qui est quelque chose de positif, c'est-à-dire il y a une promotion de la santé, l'ouverture de centres, la formation des professionnels, et puis un savoir-faire qui est en train de se mettre en place, donc un savoir-faire, et du coup donc les gens donc maintenant viennent facilement demander des soins, d'autant plus que maintenant donc on a un panel aussi de moyens thérapeutiques pour aider ces patients-là. Maintenant par rapport donc la prévalence en population générale, j'en saurais vous le dire. Donc nous n'avons pas donc d'études
hormis celle de l'Office national de lutte contre drogue et toxicomanie qui date de 2010. Voilà. Mais l'engouement, comme vous l'avez décrit, pour certaines drogues, plus que pour d'autres, vous l'avez observé, ça? Tout à fait. Alors, le changement dans le profil des consommateurs, maintenant, c'est beaucoup plus les drogues dures. Alors, sur la file d'attente donc, du centre de Blida, donc nous avons pratiquement 30% des patients qui sont des consommateurs des drogues dures, c'est-à-dire l'héroïne et tous les dérivés opioïdes, la cocaïne et quelques produits donc, qui sont un petit peu à la mode, les gabapentinoïdes dont la prégabaline. Donc ça, c'est pratiquement 30% des patients qui sont suivis à notre niveau. Le reste, ce sont des drogues un peu plus classiques. Le reste, c'est beaucoup plus du cannabis, surtout le cannabis qu'on trouve à toutes les sauces, même donc les consommateurs de drogue dure consomment parallèlement du cannabis, mais aussi les benzodiazépines. Alors, il y a ce phénomène de polytoxicomanie, c'est-à-dire que l'on mélange un peu toutes sortes de drogues. Là aussi, est-ce que les profils sont nombreux En général, c'est le profil général. C'est le profil général de consommateurs. Donc, c'est exceptionnel qu'on trouve un engouement pour une seule substance, mis à part ceux qui sont des consommateurs d'opiacés. En général, c'est les opiacés donc, qui sont... Donc, il faut préciser pour les téléspectateurs, qu'est-ce que les opiacés? Alors, les opiacés, vous avez le chef de file, c'est l'héroïne, mais vous avez ce qu'on appelle les opioïdes, donc dans le tramadol et dans de la codéine. Donc, c'est pratiquement, donc, essentiellement les trois produits qui sont disponibles dans notre pays. Ce sont les drogues dures. Ce sont les drogues dures. Il y a aussi donc des agonistes qu'on appelle des agonistes opioïdes. C'est des médicaments qui sont destinés à traiter les gens qui ont une dépendance à l'héroïne et qui sont détournés de leur usage. Et c'est des médicaments qui ne sont pas inscrits dans la nomenclature des médicaments donc en Algérie, notamment le Subutex. Alors, est-ce qu'il serait erroné de considérer que les drogues douces sont moins néfastes, moins destructrices? Parce que c'est un peu ce que l'on a dans l'imaginaire collectif, c'est que les drogues douces, ça peut passer par rapport aux drogues dures, bien sûr. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi corriger cette... Il n'y a pas de drogue douce et de drogue dure. Il faudrait peut-être déjà revenir sur la terminologie. Tout à fait, il n'y a pas de drogue dure. L'addiction donc, est définie, enfin la consommation de substances. Vous savez qu'il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas une frontière entre la consommation et l'addiction. Souvent, donc, c'est l'expérimentation. Après l'expérimentation, il y a le phénomène de tolérance, c'est-à-dire qu'on a besoin de doses de plus en plus importantes. Et in fine, on va consommer tous les drogues donc, pour avoir un effet de synergie, pour avoir donc, ces effets désirables. Et puis, quand on parle de personnes addictes, ce n'est plus des consommateurs pour le plaisir, c'est des personnes qui consomment pour supprimer tout le malaise inhérent donc, à l'absence de la substance. Et donc, du coup, je dirais qu'il n'y a pas de drogue dure et de drogue douce. Tous les gens ont commencé par le tabac, le cannabis, les benzodiazépines, et in fine, ils sont arrivés à consommer de la cocaïne et des drogues dures comme de l'héroïne. Bien sûr que les drogues dures... En même temps, il faut préciser que tous les fumeurs de tabac ne sont pas forcément des toxicomanes. Certainement. Ça ne mène pas forcément à la tout dépend du statut de la substance. Bien sûr, le statut de la substance, licite ou illicite, qui fait qu'on parle de toxicomanie ou d'addiction. Alors, l'âge de la consommation est de plus en plus précoce. La drogue a envahi les milieux scolaires, universitaires et dans des cas marginaux, en tout cas selon l'Office, les élèves des écoles primaires ont été ciblés. Est-ce que la prise en charge d'un enfant ou d'un consommateur jeune, est-ce qu'elle est plus compliquée, plus difficile que lorsqu'on traite un patient plus âgé, à partir de 20 ans, quelque chose comme ça? Tout à fait, vous avez raison. Donc, tout d'abord, la consommation quand la consommation est précoce, c'est un élément de mauvais pronostic, notamment s'il y a un retard en termes de consultation. Et puis, les attitudes parentales peuvent être déterminantes dans le maintien ou l'abstinence. Et du coup, donc, la prise en charge est beaucoup plus focalisée sur une approche familiale et éducative. Est-ce que ça donne des résultats? Bien sûr, c'est dans toutes les études montrent travaillez en étroite collaboration avec la cellule familiale. Est-ce que ça tout à fait. De toute façon, dans notre pratique quotidienne, donc un espace est réservé pour les familles des personnes mineures, des adolescents, et toutes les études montrent que l'approche familiale, elle est efficace donc à moyen et à long terme pour les adolescents. Quel est le taux d'échec
au niveau de ces centres d'addictologie? Est-ce que vous faites forcément le bilan annuel de ces prises en charge au niveau national? Est-ce qu'il y a un taux d'échec qui pourrait représenter, en tout cas, les insuffisances de la stratégie nationale en termes d'éradication? Je ne sais pas comment on peut dire clairement. Oui, le mieux, ce serait d'éradiquer ce phénomène. Alors, tout dépend des objectifs qu'on se fixe. Si on se fixe comme objectif l'abstinence totale, c'est vrai qu'on peut être déçu. C'est 15% des gens qui s'en sortent de manière définitive. Mais si on doit parler... C'est très peu. Oui, si on doit parler comme objectif, c'est une consommation à bas seuil, donc avec moins de risques, c'est un objectif assez louable. Et quand on parle aussi, quand on se fixe comme objectif la rétention dans le circuit des soins, ça veut dire qu'on s'écarte un petit peu de la déviance dans la criminalité et la délinquance. C'est aussi donc c'est des objectifs qui sont louables. Et je pense qu'on est à hauteur de 60-70% de rétention dans le soin. Et ça, c'est un objectif très louable et qui est satisfaisant pour nous, les praticiens. La féminisation de la consommation, on en parle peu, c'est évidemment la question est taboue. Est-ce que ce chiffre de près de 12% d'addicts, puisqu'on ne dit plus toxicomanes, de la jante féminine, est-ce qu'il vous paraît crédible aussi? Alors nous, est-ce que, pardonnez-moi, la prise en charge de la jante féminine n'est pas compliquée, évidemment? Enfin, compliqué dans le sens où vous avez dit, il y a le tabou, il y a la difficulté d'accéder, de venir demander des soins, donc ça reste quand même un sujet tabou. Alors pour ce qui est du ratio, donc on a vu quand même qu'il y a un changement dans le ratio. Au début, dans les années 90, le ratio était 9 hommes pour une femme. Actuellement, donc nous avons pratiquement 8 hommes et 2 femmes. Donc ça veut dire que le phénomène de consommation chez la jante féminine est en train de prendre des proportions peut-être inquiétantes. Oui. Voilà. L'approche thérapeutique, elle est basée sur l'administration donc de la méthadone depuis 2021 comme traitement de substitution à l'addictologie, comme les opiacés. Quel résultat, pour l'instant, elle a donné, cette approche thérapeutique? D'abord, l'approche thérapeutique, elle est globale et intégrative. Donc, c'est pas simplement médicamenteux. Tout d'abord, c'est l'accueil. C'est l'accueil quand c'est un accueil... C'est la nouveauté, en tout cas. Oui, la nouveauté, c'est par rapport donc aux consommateurs de drogue dure, notamment donc de l'héroïne et des opioïdes par voie injectable. Donc ça, c'est le programme Méthadone, qui est un programme national. Actuellement, il y a 6 centres à travers tout le territoire national et qui s'occupe d'une population pratiquement de 500 personnes. On est dans une phase de pilote avec, bien sûr, donc, des objectifs d'augmenter un petit peu les quotas pour les patients souffrant d'addiction. Mais la prise en charge globale, c'est tout d'abord l'accueil, l'approche motivationnelle, l'information, la sensibilisation sur le risque méfait. Il y a aussi des bilans donc, psychologiques qui se font. Souvent, il y a des comorbidités psychiatriques associées chez ces patients-là. Le bilan sanitaire, souvent donc, les consommateurs de drogue dure donc, ne savent pas à leur insu qu'ils sont contaminés par le VIH, par les hépatites C, l'hépatite B. Donc il y a cet aspect aussi, cet aspect exploratoire donc de ce qui est biologique, infection. Et puis bien sûr, il y a un aspect donc psychothérapeutique, c'est une prise en charge qui peut être individuelle, une prise en charge quand il y a des problématiques de couple et une prise en charge familiale. Et à côté de cela, bien sûr, il y a un traitement médicamenteux. Donc pour les usagers de drogue dure, notamment les opiacés, à la méthadone. La méthadone est arrivée en 2021. Nous avons un recul quand même de 2 années d'expérience. C'est des patients donc qui ont été mis pour cure de sévrage et en post-cure, donc ils fréquentent quotidiennement donc l'hôpital de jour où là ils reçoivent régulièrement leur méthadone et les résultats sont plus que probants et satisfaisants parce qu'il y a une abstinence, parce qu'à chaque visite de contrôle il y a un narcotest qui est fait et qui révèle qu'il n'y a plus de consommation Alors, comment elle agit, cette méthadone Elle agit comme un bouclier, donc elle va au niveau central, c'est-à-dire au niveau du cerveau, et elle va se fixer sur les récepteurs, donc les récepteurs opioïdes, c'est-à-dire qui sont convoités par l'héroïne, et du coup, ça produit un effet similaire à celui de l'héroïne, mais moins euphorigène, donc il n'y a pas une euphorie, il y a juste ce qu'on appelle donc
Une humeur qui est inconfort. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de sueur, il n'y a pas de diarrhée, il n'y a pas de malaise qui va contraindre le sujet à reprendre ses neurologies. Elle soulage aussi les douleurs, c'est très important. Ah oui, bien sûr, elle soulage les douleurs. Donc du coup, il n'y a pas de syndrome de sévrage. Et avec le temps, donc, elle diminue donc ce qu'on appelle le craving, c'est-à-dire l'envie de reprendre de la consommation et l'abandon donc des voies d'administration dangereuses et délétères pour la santé, notamment la voie injectable qui est source d'infections, d'embolies pulmonaires, d'overdose et pas mal de complications infectieuses. Alors, si je comprends bien, ce traitement thérapeutique n'a pas encore été élargi à l'ensemble des centres. Si, on a commencé par une expérience pilote de 2 centres, c'est Blida et l'hôpital de Chiraga. Et actuellement, donc, il y a un centre à Annaba, un centre à Oran, un centre à Constantine et un centre Tizi Ouzou et Tipaza. Donc, 6 wilayas bénéficient de ce programme. En plus des centres en ambulatoire. Ça, c'est des centres méthadone. Oui. Je parle des centres méthadone. Mais en ambulatoire, c'est en ambulatoire. En général, c'est en ambulatoire. Parmi les 6 centres, il y a 4 centres ambulatoires et 2 centres donc hospitaliers. Très bien. Je voudrais une précision sur la catégorie ou les franges sociales qui sont désormais touchées par ce phénomène d'addictologie. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ce soir que ça n'est plus forcément la frange la plus vulnérable, la plus fragile de la société, souvent donc financièrement, on parle de pauvreté liée à ce phénomène de drogue. Est-ce qu'aujourd'hui ça s'est étendu à d'autres strates de la société? Vous savez, dans le profil sociodémographique des consommateurs de substances, notamment ceux qui sont tombés dans le piège de la dépendance et de la séduité, donc le profil il est variable. Autant vous avez des couches sociales assez aisées, autant vous avez des couches sociales donc un petit peu défavorisées. Et donc ce qui ressort, c'est un petit peu donc le recours à la criminalité chez les personnes de couches sociales défavorisées pour l'obtention de leurs produits, notamment pour les drogues dures. Ce qui n'est pas le cas chez des patients donc, qui sont issus d'un niveau socio-économique confortable. Alors, pour les centres qui ont opté pour la neuropathie, et propose plutôt des tisanes artisanales composées donc d'une douzaine de plantes qui servent donc à calmer les crises d'angoisse et d'insomnie liées à l'état de manque à la place de la méthadone. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne vais pas polémiquer sur des choses qui ne sont pas du ressort. Moi, je vous pose la question en tant que praticien. Qui ne sont pas du ressort de la science. Ce que je sais que les opioïdes, c'est-à-dire les drogues dures, entraînent une dépendance physique et psychique des plus redoutables, que décrocher n'est pas évident, donc sans qu'il y ait un traitement tout d'abord un traitement symptomatique pour apaiser la douleur, mais aussi donc éliminer tout ce qui est les symptômes psychologiques pénibles. Ça dans un premier temps. Et puis c'est comment maintenir l'abstinence le plus longtemps possible. Oui, parce qu'il ne s'agit pas que d'objectifs à court terme. La prise en charge, c'est pas simplement la cure de sévrage, c'est aussi la post-cure. Et la post-cure, c'est éviter la rechute. Éviter la rechute, c'est travailler sur tous les facteurs de risque de rechute, facteurs sociaux, facteurs de stress familial, social, professionnel, et aussi donc la réintégration de ces patients-là, la réintégration sociale. Si vous avez une personne addict qui arrive à se sévrer, mais qui a du mal à intégrer un travail, une activité sociale ou une vie sociale, la rechute, elle est inéluctable. Elle est inéluctable. Est-ce qu'on ne peut pas voir en Algérie le type de programme de coaching à l'image de ce qu'on voit un peu, par exemple, aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a une équipe de coachs ou de coachs personnels qui vont suivre ces personnes addictes après, bien sûr, le traitement thérapeutique, après la cure, et les suivre dans leur quotidien, finalement, pour s'assurer de cette réinsertion sociale. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer ce type de programme? Oui, tout à fait. Ça devrait être quelque chose qui va apporter une valeur ajoutée à la prise en charge médicale. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion là-dessus pour l'instant? Je sais qu'au niveau des centres intermédiaires, c'est-à-dire les centres ambulatoires, il y a un travail qui se fait dans ce sens-là, d'un accompagnement par rapport à des groupes de patients. Donc, c'est des groupes thérapeutiques pour essayer donc de mettre en place ce qu'on appelle des stratégies de coping. Quand on est face à une situation de stress, comment y remédier, comment trouver d'alternatives. C'est exactement ça se fait au niveau des centres
intermédiaires et au niveau de centres de cure. Maintenant, un accompagnement, c'est-à-dire dans la réalité de tous les jours, c'est-à-dire en réalité sociale, oui, je pense que ça peut être une réflexion qui mériterait... Une réflexion sérieuse. Tout à fait alors, sérieuse. La majorité des wilayas du pays devait bénéficier de ces structures sanitaires spécialisées. C'est toujours pas le cas. On a combien de centres intermédiaires aujourd'hui? Alors, il y avait l'objectif le plan d'action de 2007. Il portait création de 15 centres de cure et 53 centres donc intermédiaires, c'est-à-dire ambulatoires. Alors, en 2023, le taux de réalisation donc n'est pas arrivé à son terme du moment où nous avons un seul centre de cure qui a été donc cure résidentielle qui a été érigé. La capitale, c'est-à-dire Alger, ne dispose d'aucun centre de cure. Alors, comment l'expliquer ça? C'est quand même incroyable. Je ne sais pas, il y a un retard. On a choisi, c'est tant mieux, c'est une très bonne chose d'être allé vers les wilayas, les grandes wilayas du pays. Oui. Mais qu'il n'y ait pas de centre à Alger, c'est assez surprenant. Enfin, pratiquement toutes les wilayas ne disposent pas de centres de cure. Il y a 6 centres de cure résidentiels. Il y a Tizi Ouzou, Oran, Annaba et Blida. Alger ne dispose d'aucun centre de cure alors que c'était prévu d'avoir 2 centres de cure, l'un à l'hôpital de Beni Messous et l'autre à Parné. Pour les centres intermédiaires, on en est à combien? Les centres intermédiaires, on est à hauteur de 46 centres. Alors sur les 46 centres, il devrait y avoir des centres qui ont été dédiés à d'autres fonctions, des besoins pertinents par rapport à l'oncologie. Certains centres ont été dédiés à l'oncologie ou à la médecine. Donc détournés de leur vocation première. Voilà, donc je pense que... Alors est-ce que ce retard ou ce manque de moyens aujourd'hui peut s'expliquer par le manque aussi de ressources ou de compétences qualifiées? De ressources humaines qualifiées, pardonnez-moi. Déjà, moi, si je dois parler du centre de Blida, donc il s'écroule sous le poids de la demande. Donc du coup, la balance donc qualité d'offre de soins ne peut pas être de meilleure qualité. Donc, du moment où vous avez beaucoup de patients qui arrivent de la capitale et des autres wilayas du pays. Et donc, du coup, si on a plus de structures, accompagnées bien sûr d'un accompagnement de formation des professionnels, que ce soit les médecins, les psychiatres, mais aussi donc les psychologues, on ne peut avoir qu'une prise en charge de meilleure qualité. Est-ce qu'il y a des formations, des programmes de formation? Alors, il y a des formations. Je pense que la tutelle, le ministère de la Santé a mis en place donc des formations pour les médecins généralistes. Il y a eu 4 promotions, donc 2 en 2017, l'une à Alger et à Blida, et 2 autres sont en cours, donc à Annaba et à Oran. Donc pour les régions Est, Ouest et le Centre. Donc on a formé pratiquement une centaine de professionnels, mais ce n'est jamais suffisant. Ce n'est jamais suffisant face à l'ampleur du phénomène, évidemment. On estime aujourd'hui à 15% de la population juvénile qui s'adonnerait à la drogue avec plus ou moins de sévérité. On n'a pas assez parlé de la part de la prise en charge psychiatrique, c'est votre domaine de compétence psychiatrique, psychologique. La santé mentale reste le parent pauvre en Algérie, comme c'est un peu le cas dans tout le continent africain, comme le révèle l'OMS qui dit que l'Afrique ne consacre que moins d'$1 par habitant à la santé mentale. La part de la prise en charge donc psychologique, elle est comment en Algérie? Quel est son bilan selon vous? Ce qu'on sait, tout d'abord que... Ne serait-ce qu'à votre niveau, au niveau de... Oui, ce qu'on sait que tout d'abord, les moyens donc, qui sont mis à notre disposition, ça reste des moyens quand même donc, plus ou moins honorables. Je parle du centre de Blida, donc nous disposons quand même... Qui est pionnier. Oui, qui est pionnier. Je ne sais pas si les autres centres donc, bénéficient de la même logistique. Maintenant, pour ce qui est de la prise en charge psychiatrique, effectivement, donc, il faut être un petit peu avant-gardiste. On sait bien que les troubles mentaux, 50% des troubles mentaux ont un problème d'addiction. Donc, il ne faut pas porter un procès pour les gens qui ont une pathologie mentale sur laquelle vient se greffer une addiction. Et aussi, donc, il faut savoir que les personnes addictes, 50% des personnes addictes présenteront au moins un trouble mental au cours de leur vie. Et donc, il faut une conjugaison des efforts pour que la santé mentale en général, qu'il y ait un travail de collaboration avec la psychiatrie et l'addictologie. Oui. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, si vous deviez faire l'inventaire aujourd'hui de certaines insuffisances de cette stratégie organisée dans la lutte contre ce phénomène d'addictologie? Comment l'État peut, selon vous, en tant que praticien, replacer la santé mentale, la lutte contre l'addictologie au cœur donc de son action?
Alors, c'est d'impliquer d'autres partenaires. La multisectorialité. La multisectorialité. Ouais. Donc, l'optique préventive, c'est plutôt donc la formation, la sensibilisation de la famille. L'école, à ces 3 niveaux, la prévention primaire, c'est que les gens qui sont de bas âge, en bas âge plutôt, donc ils ne consommeront pas. Et s'il y a une consommation, il faut qu'elle soit décelée à temps. Et si elle est décelée à temps, il faut qu'il y ait une prise en charge à temps. Ça, c'est déjà la prévention primaire. Bon, quand c'est les sujets qui sont tombés dans le piège, là, c'est vraiment, donc on est dans une optique thérapeutique et la prévention des complications. Et je pense que la loi qui a été récemment donc votée dans les 2 chambres de département est assez prometteuse, oui, où elle va donc impliquer pratiquement tous les secteurs dans la mise en place de programmes plus pragmatiques. Donc au niveau des écoles, c'est-à-dire des programmes de prévention, oui, au niveau de tous les paliers de l'éducation nationale, au niveau des universités, par la formation, la sensibilisation, mais aussi par la diversification des activités parascolaires, l'activité physique, éventuellement donc les activités productives, hein, l'art, le dessin, la musique et autre chose, qui sont des secteurs qui vont un petit peu canaliser cette énergie au lieu qu'elle soit donc un petit peu canalisée dans la consommation de substances. Parce qu'on dit que les addictions, la consommation des substances, c'est un mécanisme anti-pensée. C'est-à-dire ça inhibe toute production, ça casse les pensées. Oui. Donc du coup, s'il y a un investissement, on peut tirer du plaisir dans les arts, dans l'activité physique, dans pas mal d'activités parascolaires. Donc ça va canaliser un petit peu l'énergie de ces jeunes écoliers que d'aller consommer des substances. Leur éviter l'oisiveté aussi. Tout à fait, l'oisiveté, qui est mère de tous les vices. Mère de tous les vices, effectivement. Je voudrais, juste pour terminer, votre voix de praticien, de psychiatre et d'homme de terrain, en fait, vous êtes en contact permanent avec des personnes addictes. Si vous aviez ici une personne addicte en face de vous, vous lui diriez quoi ? Je dirais tout d'abord, attention. Donc, je dirais qu'il y a pas mal de choses agréables dans la vie qui sont source de plaisir que les drogues. Les drogues, c'est un piège. On peut être donc joyeux et content pendant un moment, mais très bref. Et rapidement, on tombe dans le piège de la contrainte, d'aller chercher tous les jours. Parce que les personnes qui ont une dépendance, dès qu'ils se réveillent le matin, c'est comment avoir le produit. Comment donc procurer les produits, aller voir donc le vendeur du produit, consommer le produit et être à l'abri d'un éventuel manque. Et c'est un cercle vicieux en fait. Et c'est un cercle vicieux qui fait perdre duquel il ne sortent temps, jamais. De l'énergie, de la santé et bien sûr donc du contact social. Professeur Nadir Bourbon, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes psychiatre, chef du centre d'addictologie de Blida, relevant du CHU Frantz Fanon. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour les explications que vous nous avez fournies ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis également. Je vous donne rendez-vous bientôt. Excellente suite des programmes. Au revoir.